L'invité de ce Smart Impact, c'est Claire Chadourne. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes enchantée, directrice RSE pour Digital Realty en France, en Italie et en Grèce. C'est l'un des plus grands opérateurs mondiaux de data center, c'est ça ? Oui, on fait partie des leaders mondiaux. Notre métier, c'est de construire, de concevoir et de gérer des bâtiments qui hébergent les infrastructures informatiques et télécoms de nos clients. Et parmi ces clients, il va y avoir effectivement les grands acteurs de la tech mondiale, des entreprises du CAC 40 par exemple, ou des entreprises plus locales, des startups, avec des services publics également. Donc voilà, Donc ça veut dire des centres de données un peu partout sur la planète aujourd'hui ? Alors géographiquement, on est présent sur 50 villes, avec une présence forte en France, à Paris et Marseille. On a 17 data centers en France. Et pourquoi Paris et Marseille ? Puisque Paris est un hub Internet mondial, quatrième hub Internet mondial. Marseille est 6e hub Internet mondial. On est le seul pays d'Europe à avoir 2 hubs internationaux d'échange de données. Donc c'est un avantage concurrentiel assez important. Ouais. Avec une stratégie RSE que vous pilotez, comment c'est un secteur tech qui est évidemment à la fois énergivore et consommateur d'eau. Donc comment vous pilotez, vous concevez cette stratégie RSE ? Alors, il faut savoir que notre métier est un métier utile puisque sans data center, il n'y a pas de vie numérique et notre économie dépend très fortement de cette numérisation. Donc, on a effectivement un rôle d'infrastructure au même titre que des ponts, des autoroutes aujourd'hui et effectivement, notre économie dépend énormément de cette infrastructure. Notre responsabilité, c'est de travailler une infrastructure la plus durable et responsable possible. Et vous l'avez nommé, il y a des gros chantiers sur lesquels nous sommes engagés de longue date, que sont effectivement la question énergétique, la question des consommations d'eau, même si je reviendrai très volontiers sur ce point, puisque il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, beaucoup d'idées, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et les enjeux carbone, la biodiversité, on a un panel assez large d'enjeux sur lesquels la société est engagée. Sur l'électricité, c'est quoi ? C'est le besoin de refroidissement des centres de données qui explique la consommation d'électricité, c'est ça ? Alors, il y a plusieurs aspects. Vous avez les machines informatiques, les machines des clients qui sont consommatrices d'énergie, évidemment, les serveurs, par exemple. Et puis après, vous avez la consommation d'énergie qui est associée à l'infrastructure du data center. Et vous avez raison, un des postes clés, 40% de la consommation énergétique, est lié au refroidissement. Donc nous travaillons à réduire cet impact via un certain nombre d'innovations. Notamment à Marseille, nous avons développé une solution qui s'appelle le river cooling, qui permet d'emprunter une eau souterraine pour capter les frigories. On consomme pas l'eau. Pour les souffler en salle ensuite. Elle est remise dans... Elle est en circuit fermé. Elle est en circuit fermé, et d'accord. donc, il n'y a pas de consommation d'eau associée à ces sites. Par exemple, sur les 4 sites que nous avons à Marseille, sur le port, nous avons une consommation de l'ordre de 50 habitants par an. D'accord. Donc on n'est pas sur des chiffres qui sont importants et ça il faut l'expliquer peut-être aux personnes qui écoutent cette émission. Ce sont des choix technologiques. On parle beaucoup des consommations d'eau aux États-Unis. Ce sont des sites ou des lieux où il y a eu des choix sur des consommations de refroidissement adiabatique, c'est-à-dire d'évaporation d'eau, qui sont extrêmement consommateurs d'eau. Ce sont pas des choix que font la majorité des data centers en France. Donc déjà déconstruire cet aspect-là. D'accord. Et puis après, je dirais que le meilleur kilowatt, c'est celui qui est pas consommé. Donc on est des experts de l'efficacité énergétique. C'est dans l'ADN de l'entreprise de longue date, avec des équipes qui sont dédiées. Et en fait, il n'y a pas de solution miracle. C'est une somme de bonnes pratiques pour réduire au maximum l'empreinte énergétique du bâtiment. Est-ce que ça veut dire, la réponse est dans la question d'une certaine façon, mais que vous construisez différemment des data centers, des centres de données aujourd'hui par rapport à il y a 15 ou 20 ans ? C'est-à-dire même dans la conception même du bâtiment, ça a radicalement changé ? Ça évolue très vite et particulièrement ces derniers temps. Alors, ne serait-ce que pour vous donner un exemple, il y a une quinzaine d'années, vous rentriez dans une salle, il faisait extrêmement froid parce qu'on refroidissait l'ensemble de la salle. Aujourd'hui, on confine les machines clients au sein de call corridors, de couloirs froids, pour n'aller souffler le froid que au strict nécessaire. Et donc, mis avec un ensemble de bonnes pratiques, on arrive à réduire l'empreinte du bâtiment. On mesure cette empreinte via un indicateur qui s'appelle le PUE, Power Usage Effectiveness. Donc on calcule combien de kilowatts on prend à Enedis, combien on en restitue aux machines clients. Et donc en moyenne, vous avez des data centers en France qui sont autour de 1,5, 1,6. Donc
j'ai 0,5 de consommation en termes d'infrastructure. Nos bâtiments sont autour de 1,2, 1,3. Donc, on est particulièrement efficient. Et surtout, on a des obligations pour les plus anciens sites d'arriver à ces performances-là d'ici 2030. Donc, on a des millions qui vont être investis pour mettre à jour les équipements et arriver à ces performances-là. Et si je peux me permettre, en termes d'évolution de design, l'IA nous impose quelques défis et nous avons dû requalifier en fait nos méthodologies de refroidissement. Aujourd'hui, on a une technologie qui s'appelle le Direct Liquid Cooling qui permet de ramener de l'eau auprès des puces parce qu'en fait, on a une densité tellement forte, il y a une chaleur plus forte qui se dégage et donc on a dû faire évoluer nos principes de refroidissement pour aller sur ces technologies avec des densités plus fortes et répondre aux défis de l'IA. Il y a un autre. Alors, on peut retourner la chaussette, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'un centre de données, un data center, ça produit aussi de la chaleur, ce qu'on appelle notamment la chaleur fatale. Donc, il y a une récupération de cette chaleur. Elle peut soit être utilisée en interne, soit être réintégrée au réseau, par exemple. C'est un des sujets clés pour le data center, qui est pas malheureusement si simple à mettre en œuvre, puisqu'on n'a pas forcément dans les territoires où les data centers sont positionnés des réseaux de chaleur à proximité. Et comme on n'est pas nous-mêmes opérateurs de réseaux de chaleur, donc on travaille avec les autorités compétentes localement pour identifier les possibilités de connexion à certains usages avec des réseaux à proximité, mais vous avez un équilibre technique et financier qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et surtout, vous devez positionner des équipements qui permettent de rehausser la chaleur, parce qu'en fait, la chaleur que l'on dégage n'est pas assez chaude pour les réseaux de chaleur. On est à 30 degrés à peu près quand il faut minimum 60 degrés. Donc, c'est pas si simple comme dossier. Cela dit, on est complètement investi. On a 7 dossiers en cours de récupération de chaleur. On doit en annoncer un dans les prochaines semaines avec des conventions aussi à venir. Donc on a bon espoir d'arriver à connecter, à récupérer ces calories pour des usages d'habitation, de bureaux. C'est tout à fait l'intention. Les centres de données, ils consomment aujourd'hui 2% de l'électricité en France. Ça pourrait doubler d'ici 2030. On voit bien qu'il y a des solutions que vous mettez en place pour limiter cet impact. Mais à côté de ça, vous parliez d'IA. C'est vrai que la croissance de l'intelligence artificielle, du cloud, on est vers une augmentation mécanique des besoins et donc de la consommation d'électricité. Donc, vous vous dites quoi? Que les efforts que vous faites là, ils vont être annihilés par la montée en puissance de l'IA? Ça doit être un peu désespérant, ça. Il y a une étude qui est sortie qui explique effectivement, donc c'est EY France Data Center, que 40% des charges informatiques d'ici 2030 pourraient être liées à l'IA. Donc c'est majeur, il faut qu'on s'y prépare. Notre métier, nous, c'est de fournir des capacités. Notre responsabilité, c'est de le faire avec des bonnes pratiques, avec un minimum d'impact. Mais aussi, notre conscience, c'est d'alerter sur les enjeux de l'IA et sur les usages de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il faut peut-être s'en servir là où on en a vraiment besoin, quoi. Voilà, la question de l'utilité de l'intelligence artificielle, des enjeux de sobriété, soyons clairs, aussi bien dans les services qui sont proposés que les utilisateurs. Je crois pas que les gens soient complètement conscients des impacts. Voilà, qu'une requête sur ChatGPT, c'est 10 fois plus d'électricité qu'une requête sur Google. Ces choses-là, il faut le communiquer. Donc c'est aussi notre poste d'observateur qui nous permet d'avoir ce rôle d'alerte. Mais plus que ça, je vous le dis, je vous le mentionnais, notre responsabilité, c'est d'aller chercher le minimum d'impact et de la contribution aussi au réseau électrique. Et donc, on travaille avec des certificats de garantie d'origine, des Power Purchase Agreements. Donc, on a financé 2 parcs éoliens dans les Hauts-de-France et en Bretagne pour une capacité de 24 mégawatts pour 15 ans. C'est des électrons verts qui n'auraient pas existé sur le réseau sans nous. On travaille aussi sur l'équilibrage énergétique horaire qui nous permet de faire matcher heure par heure en fait nos consommations avec les énergies renouvelables disponibles sur le réseau. Donc ça, c'est une innovation que l'on a lancée sur notre site parrain. On travaille évidemment sur la récupération de chaleur pour être contributeur. Et demain, on réfléchit évidemment à des notions d'autoconsommation. Donc voilà, c'est un ensemble de pratiques qui font que on réduit l'impact. Mais soyons clairs, il va falloir se poser les bonnes questions sur les usages aussi et
et sur l'impact de l'IA en général. Évidemment, évidemment. Et avec on va terminer là-dessus. Alors ça concerne sans doute pas l'Europe et les sites que vous pilotez en France, en Italie ou en Grèce, mais ce qui se passe à Washington en ce moment est quand même intéressant. C'est-à-dire, c'est une des régions des États-Unis où il y a le plus de data centers et où les autorités de gestion de l'électricité sont finalement obligées de pratiquement restreindre l'accès à l'électricité pour les citoyens, les entreprises, pour que les data centers puissent tourner. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est dans une sorte d'arbitrage qui est compliqué. On n'en est pas là en France, en Europe? On n'en est pas du tout là. Aux États-Unis ou le cas d'Irlande qui est souvent nommé. Ouais, mais il y a l'Irlande en tout cas, pour aussi, les États-Unis, on parle de milliers de data centers sur le territoire. En Irlande également, il y a eu un gros déploiement en nombre de data centers. En France, on est à 360 à peu près aujourd'hui. Donc, on ne peut pas comparer les deux. On n'est pas du tout dans les mêmes dimensions. Après, évidemment, ça pose des questions de compétitivité, soyons clairs. D'où le sommet de l'IA avec les investissements massifs qui ont été mentionnés. Maintenant, effectivement, il faut le faire avec responsabilité, engagement et un peu de clairvoyance sur les défis qui sont face à nous en termes de ressources et de limites aussi planétaires. Ouais. Merci beaucoup, Claire Chadourne, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Transition urbaine. Alexandre Herveau nous emmène à Lyon aujourd'hui.